c'est ça que je veux dire. Bonjour à tous et à toutes. Un seul élément me stresse un petit peu ce matin, c'est la gestion du temps. On est nombreux, on a beaucoup d'éléments à vous partager et on est nombreux réunis autour d'un objectif, d'une ambition qui nous est vraiment chère à l'équipe, dans le mouvement d'Habitat Participatif France. C'est cette ambition, cette possibilité de travailler au développement de l'habitat participatif accessible à toutes et à tous, et en particulier aux personnes qui ont moins de ressources économiques, en développant la possibilité d'intégrer dans les projets d'habitat participatif du logement en locatif social. Et donc on en a parlé depuis hier, on l'a mentionné plusieurs fois, et ce temps qu'on a ensemble, cette 1h30, on l'a programmé autour de ce sujet, je pense tous convaincus de l'importance de développer cet aspect-là, et je me réjouis même y compris autour des difficultés qu'on peut avoir à avancer sur ce sujet, et bien d'illustrer en fait la manière qu'on essaie de porter au sein d'Habitat Participatif France, c'est-à-dire de réunir les acteurs autour de la table d'une manière constructive pour construire la coopération avec des habitants bien sûr, avec des professionnels, avec des élus, avec le niveau local, avec le niveau national, et on va essayer d'avancer ensemble sur ce sujet. Alors juste un petit mot d'introduction pour se rappeler que donc en effet depuis une dizaine d'années on se réjouit de voir le monde HLM investir le sujet de l'habitat participatif avec de plus en plus de projets qui associent des collectivités et des organismes HLM, qui ouvrent de nouvelles portes pour proposer des projets d'habitat participatif à différents publics, notamment avec de l'accession sociale et du locatif social. Et il y a quelques années, on s'est intéressé à Habitat Participatif France, aux conditions de réalisation du locatif social. On a étudié des projets, on a publié une enquête avec du coup un matériau, des études dont je rappelle toujours l'existence parce que c'est un soutien au local pour les groupes, pour les accompagnateurs, etc., pour les professionnels, pour aller chercher les outils en fait qui nous permettent d'y aller, en fait, de trouver les soutiens qui permettent de réaliser ce type de projet. Mais on a aussi constaté qu'il y a encore un certain nombre de freins qui rendent difficile un développement à plus grande échelle des projets incluant du locatif. Et du coup, au cours de cette heure 30, eh bien, on a invité à échanger des élus, les porteurs de la fabrique du logement social à Rennes. On a invité des groupes qui vont nous parler de cette question des freins au développement du locatif social, et on va en parler autour du projet de Kergoello et puis des propositions qu'on est en train de formuler, qu'on propose avec l'Union sociale pour l'habitat pour dépasser ces freins. Et puis ensuite, on va élargir un petit peu la réflexion sur ce sujet de la participation des habitants, des locataires dans le logement. Quelle forme ça prend, quels effets ça produit une fois qu'on habite, et comment est-ce qu'on peut aller plus loin, dépasser. Je ne voudrais pas qu'on passe non plus que ce temps sur ces questions techniques, d'attribution, etc., mais réfléchir plus ouvertement sur le potentiel en fait, qu'on ouvre, et pour avoir un échange sur, un peu plus vaste sur ce sujet. Et du coup, pour entamer cette réflexion, je voudrais te donner la parole, Mathieu. Donc Mathieu Jeanvrin, qui est l'élu au logement de la ville de Rennes. Et donc on est tous au courant que la ville de Rennes porte un outil hyper intéressant qui est son plan local pour l'habitat, qui intègre une programmation, une politique publique autour de l'habitat participatif, qui est réfléchie, qui est assumée, qui est programmée, et du coup qui porte une ambition qui est évidemment inspirante pour toutes les collectivités, qu'on est content de pouvoir mettre en avant. Mais alors évidemment, ça a été l'objet de nos réunions de préparation. Nous, on se posait la question tout de suite, mais alors, cette ambition tellement intéressante, et pourtant, il n'y a pas de locatif social dans cette ambition. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment, pourquoi est-ce qu'on en est là, qu'est-ce que ça recouvre, et qu'est-ce qu'on court, évidemment. Déjà, peut-être... Non, en fait, d'abord, merci Pierre-Charles, parce que tu as bien raison. Le sujet, on le traite depuis... l'ensemble de ces rencontres, dans toutes les tables rondes, il n'y a pas un seul moment où on ne parle pas de démocratisation du logement social dans l'habitat participatif, ou en tout cas de démocratiser l'habitat participatif, et le logement social serait peut-être, en tout cas, quelque chose qui pourrait nous aider. Moi, je vais être hyper clair avec vous. À Rennes, le logement social,
dans l'habitat participatif, j'y ai fermé la porte très directement en 2020, en disant à l'ensemble de nos collectifs, non, pour l'instant, on n'en est pas déjà dans une politique de l'habitat participatif quand je suis arrivé en mandat. Et donc, de fait, le logement social implique des choses hyper compliquées. Pourquoi compliqué ? Parce que vous êtes sur un territoire, et je suis désolé pour mes autres collègues des autres territoires, parce que ça fait un peu très chauvin de dire ça, mais avec une politique de logement social extrêmement puissante, extrêmement forte, extrêmement administrée, dans un seul but, et un seul, c'est qu'on exerce le droit d'équité dans le logement social. Et ça passe par énormément de choses. Et alors souvent on me dit, c'est vrai qu'à Rennes, c'est souvent très compliqué le logement social, parce que effectivement, on y met un ensemble de règles, parce que on doit faire accéder au logement social les personnes qui en ont le plus besoin le plus vite possible. Dans une crise du logement social extrêmement forte sur la métropole, 26 000 demandeurs, 28 000 demandeurs de logement, 29 000, je regarde Muriel Serre, la personne qui est en charge de l'habitat social sur la ville, 29 000 demandeurs de logement social, un tiers de personnes qui sont en mutation, en demande de mutation. Donc on est réellement dans un objectif, Nathalie Appéré le répète souvent, la maire présidente de la métropole, dès qu'on a un levier possible pour agir là-dessus, on doit le faire. Ça pose réellement la question, et puis avec Antoine, on est absolument raccord sur cette question, c'est de se dire, nos locataires du parc social, les futurs locataires du parc social, on doit les traiter du mieux qu'on peut, avec toute la dignité que ça impose, et on ne doit pas les mettre dans une difficulté supplémentaire. C'est ça presque qui nous invite dans cette réflexion-là, et j'imagine que j'aurai le temps de discuter de ça au-delà de cette présentation, mais avant tout, moi, ce qui me questionne, et ce qui est ma réflexion, c'est déjà d'ouvrir ces questions-là, de pouvoir en discuter avec l'ensemble des habitants et des habitantes de Rennes, demandeurs de logements sociaux ou non, parce qu'il y a un vrai sujet que j'ai pas traité, que j'arrive pas à traiter, et qui sont des vraies questions sociales, c'est dans quoi on met les gens, qu'est-ce qu'on leur impose, et qu'est-ce que la tension du logement social aujourd'hui provoque chez les demandeurs qui pourraient, primo-demandeurs, accéder à l'habitat participatif avec toutes les questions d'équité que ça soulève, et dans quoi on les met dans cette obligation. On parle dans l'habitat participatif, et je vous le disais dans les premiers mots que j'ai utilisés, c'est que depuis l'ouverture de ces rencontres, on parle de la démocratisation de l'habitat participatif, et le locatif est une nécessité. Locatif social, la question se pose, mais en réalité, est-ce que la question de la démocratisation, elle se pose uniquement par le biais des personnes les plus pauvres, parce qu'elles seraient les plus éloignées et les moins en capacité de se mobiliser, ou en tout cas, il y a un pourtour à regarder qui est la vie des gens qui sont les plus en difficulté, parce qu'en réalité, se mobiliser pour de l'habitat participatif dans un collectif, ça sous-tend des questions en réalité, les gens qui sont les plus en difficulté, c'est déjà les questions de comment je mange, comment je paye mon loyer, comment je vis, quelles sont mes problématiques sociales qui s'imposent à moi, puis très souvent dans des cumuls d'inégalités qui sont les plus forts. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça vient toucher, en fait, les questions de mobilisation autour de l'habitat participatif. Moi, je vous tends la main, là, presque, pour vous dire que nous, c'est les réflexions qu'on engage, les réflexions dans lesquelles on est. En tout cas, aujourd'hui, sur Rennes, parce qu'on n'a pas de... Aujourd'hui, j'ai pas d'éléments qui me permettent de laisser voir ou entrevoir le fait qu'on ne pousserait pas les gens, primo-demandeurs de logements sociaux, dans quelque chose qui serait presque une injonction, finalement, de prendre le logement dans l'habitat participatif, en locatif social, parce que la tension du logement social est telle que, oui, coûte que coûte, j'y vais. Et qu'est-ce que ça laisse dire aussi du projet social qui est en train de se développer à l'intérieur des habitats participatifs aussi. Et c'est toute cette question, au-delà de ça, bien sûr, ce qui est mon sujet prégnant, parce que c'est notre quotidien d'élu quand on est en charge du logement notamment, c'est dans la vie du logement qui appartient au locatif social, il faut qu'on puisse garantir, et que moi je puisse garantir aux gens, le fait qu'il soit de qualité et longtemps.
Donc la question de la réhabilitation à un moment donné, parce que les logements vieillissent, la question de la réhabilitation, elle se pose aussi à l'aune du logement social et de la copropriété et de l'ensemble de ces montages. Comment est-ce que moi je garantis qu'on puisse assurer la longévité du logement le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions et les meilleures qualités possibles. Et donc ça c'est vraiment des sujets que je pose sur la table, plus que j'ai de réponses pour l'instant. Et c'est pour ça que aujourd'hui, n'ayant pas réussi avec l'ensemble des collectifs à poser ce sujet et à y réfléchir, eh bien, on ne prend pas de risques. Parce que je ne veux pas mettre les gens en difficulté plus qu'ils ne le sont en réalité. Et c'est ça aussi notre responsabilité d'élus face à la population. Et donc, humblement, j'espère qu'on arrivera à trouver des réponses aujourd'hui en tout cas. Merci. Et en fait, tu ouvres un chantier. J'espère qu'on va l'ouvrir avec Habitat Participatif France. Moi, ça me renvoie, j'avais pas prévu de dire ça, mais hier, on vous a présenté le projet des Pipistrelles de la Durance qu'on avait commencé avec une association d'insertion qui a proposé à des personnes qu'elle accompagnait d'être pionniers de ce collectif d'habitants 5 ans avant la livraison, donc il y a 5 ans. Et on a constaté, on s'est confronté à un échec en fait, de personnes qui se sont engagées dans un processus qu'elles n'ont pas pu suivre parce que c'était trop loin de leur parcours. Et finalement, on est revenu peut-être sur quelque chose qui était un petit peu plus familier de ce qu'on connaît, des personnes qui sont demandeurs de logement social, mais qui étaient dans un besoin de logement peut-être moins aigu que celle-ci, et avec qui on a fait un formidable projet. Mais j'ai dans le coin de ma tête un chantier qui reste ouvert, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait du logement accessible et du logement qui permet aux personnes de s'investir dans une dynamique collective pour des personnes qui sont encore plus loin du logement. Mais heureux de pouvoir travailler sur ce sujet. C'est bien noté. Et Antoine Rousseau, du coup, vous êtes vraiment les mains dans le cambouis de la production du logement. Donc vous êtes directeur général d'Archipel, qui est l'office public HLM en charge de la production du logement social pour la ville de Rennes, et donc pour la métropole, pardon. Et du coup, dans les réunions préparatoires, j'ai appris que vous commenciez à vous intéresser à certains projets, que vous avez envie de vous engager dans des projets d'habitat participatif. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui vous intéresse, quelles sont vos motivations pour investir ce sujet ? Alors, peut-être pour commencer, je vais me fixer et vous partager 2 règles par rapport à cet échange. D'abord, vous partagez que, bien humblement, j'aurai un peu, d'ailleurs, comme Mathieu Jeanvrin vient de l'indiquer, autant de questionnements, de mise en problématique que d'affirmation de modèle. Parce que d'abord, je pense que dans l'habitat participatif, ce qu'on voit depuis le début de ces échanges, c'est qu'il n'y a pas un modèle, mais des modèles. Il y a beaucoup de réflexions et puis qu'on avance en marchant. Et je pense que par rapport à ça, c'est déjà un élément de la bonne recette. Et le deuxième élément que je voulais vous partager, c'est que les uns et les autres, je pense qu'on a encore beaucoup de schémas de représentation de ce que font chacun, du modèle de chacun, et qu'on n'a peut-être pas fini de converger. À partir du moment où on travaille sur des représentations, on peut peut-être se tromper, ou en tout cas ne pas chercher ce qui représente tout le monde au même moment, au même instant. Ça m'amène à dire finalement, et pour rebondir sur ce que disait Mathieu il y a quelques instants, c'est que moi, la représentation que j'ai de l'habitat participatif, c'est une approche collective de cooptation, d'habitants qui se choisissent, qui créent un collectif pour mener un projet en commun. L'approche que j'ai du logement social, c'est celle de la réponse à un besoin universel, qui est celle d'avoir un toit sur la tête, un logement au moment où on en fait la demande, ou d'accompagner un parcours résidentiel quand le chemin de vie de la personne évolue. Donc, ça ne veut pas dire que c'est 2 trajectoires distinctes, ça veut dire que c'est 2 trajectoires qui ne suivent pas à la base exactement le même chemin, et que si on veut travailler ensemble, il faut trouver les ingrédients et compléter les ingrédients, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de projet aujourd'hui. Il y a au moins une coexistence, et la question, c'est est-ce qu'on reste dans la coexistence ou est-ce qu'on passe dans l'imbrication, voire l'hybridation de modèles. En tout cas, c'est la question et l'attente que j'ai autour de ces rencontres, et puis peut-être autour des prochaines rencontres si le sujet avance et prospère. Pour dire, se faire se rencontrer le chemin d'un modèle de cooptation, de choix de faire ensemble
et celui de la gestion de la demande sur Rennes, où on dit c'est une gestion de demande avec une cotation universelle des données et des critères objectifs pour dire à quel moment le retour sur le marché, entre guillemets, du logement locatif social rencontre un besoin, on ne vient pas chercher finalement une personne, on vient chercher un profil, le profil le plus urgent à un moment donné. On fait évidemment derrière ce profil, il y a une personne, c'est pas un numéro, c'est pas des critères, mais n'empêche que pour choisir, pour classer, on s'est doté, et depuis de nombreuses années, ce serait un peu chauvin de dire qu'on devait être les premiers, mais on était les premiers sur ce sujet-là. Et on sait finalement le bénéfice que ça amène aux habitants, c'est qu'on n'est pas remis en cause dans nos choix. Finalement, ce schéma, il est partagé, il est globalement compris. Ce qui nous pénalise aujourd'hui, c'est plutôt de ne pas pouvoir répondre dans un temps suffisamment court à cette demande, et d'avoir des choix, des personnes qui font des choix de parcours de vie à côté, avec un pouvoir moins solvabilisateur du logement qu'amène en l'occurrence le logement social. Donc, ceci étant dit, on n'est pas avare de réflexion, et vous en faisiez part dans votre introduction. On se dit pas parce que on ne veut pas créer de billets coupe-fil à la cotation de la demande, qui est donc une cotation sur critères objectifs, qu'on ne se dit pas qu'on a des habitants dans le parc social, des locataires dans le parc social, qui, parce qu'aujourd'hui ils ont le calme, la capacité, la bande passante pour réfléchir, se poser, un toit sur la tête qui leur va bien, dans lequel ils fonctionnent bien, dans lequel ils ont créé un projet familial, un projet personnel, souvent créer de l'expérience d'usage avec les habitants, qui vont du rapport de bon voisinage au sujet de médiation dans lesquels ils ont pu s'impliquer, au collectif d'habitants ou à la participation dans les locaux communs résidentiels qu'on leur met à disposition. Il y a des habitants qui ont cette expérience et qui, à un moment dans leur parcours de vie, informés du développement d'un projet participatif, peuvent aspirer à le rejoindre. Et là, on passe de la question de précal. Moi, je ne m'oppose pas au précal. Je dis, en l'occurrence, ce n'est pas notre modèle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon ailleurs. Je dis, ce n'est pas notre modèle, donc il n'est pas bon chez nous, avec ce qu'on fait aujourd'hui. En revanche, de dire prémutation et donner à voir un projet d'habitat participatif en pariant sur l'engagement des habitants du parc locatif social qu'on a maintenant pour embrasser un parcours de vie, soit de parcours résidentiel, si on l'amène du locatif à l'accession sociale, à l'accession très sociale aujourd'hui, quand on parle de BRS même. Certains produits BRS, le BRS dit 1 à 2800 €, est un produit d'accession très sociale sur Rennes, et on voit que les premières demandes, d'ailleurs, on a des locataires plus PLAI qui se positionnent. Donc on peut, avec la promesse du BRS, les aider à embrasser un parcours résidentiel. On peut, par l'hybridation des modèles, en faisant coexister du parc locatif social avec une coopérative habitante, les impliquer. Et on peut même les impliquer tôt dans la réflexion, dès lors, et je le dis et j'insiste, qu'ils ont la bande passante, qu'on ne suppose pas pour eux et qu'ils s'engagent quelque part réellement. Nous, ça nous questionne, ou ça nous oblige, plus que ça nous questionne, puisque ça veut dire, mais d'accord, mais alors du coup, comment vous vous organisez pour réaliser ces prémutations ? Je dirais, même si on ne l'a pas encore fait, qu'on a au moins une recette assez simple, c'est de donner à voir. Et là, ça repose sur les médias de la collectivité, ça repose sur les médias du bailleur, comme ça pourrait reposer sur les médias du monde HLM via l'USH. On n'est pas dépourvu de moyens. On ne veut donc pas y aller trop tôt pour pas risquer de fragiliser une demande locative, un demandeur finalement, en l'impliquant dans quelque chose qui le dépasse. Et à l'inverse, on veut pouvoir compter sur des personnes qui sont réellement engagées, et l'expérience habitante, l'expertise d'usage, les collectifs d'habitants, les locaux communs résidentiels, les projets participatifs dans les projets de réhabilitation. On a des locataires qui en ont fait l'expérience dans le parc social et qui donc, s'ils se manifestaient, quelque part auraient à la fois une carte à jouer, serait rassurant pour les collectifs d'habitants de s'impliquer aussi, parce que je pense que on se préserve, parce qu'on est entre gens bourrés de valeurs, de se dire qu'on ne se regarde pas en chien de faïence.
Mais moi, je vous questionne. Est-ce que c'est si simple que ça quand vous voyez quelqu'un qui sort d'un parcours locatif social venir se greffer sur l'expertise habitante, vous questionner? Est-ce que vous vous adoptez facilement? Moi, ce que je vous propose en travaillant sur les sujets de prémutation, c'est plutôt d'aller chercher aussi des profils de locataires. Et là, je parle de profils de locataires parce que c'est des habitants qu'on connaît et dont on a pu mesurer l'implication, plutôt que d'aller chercher dans une liste d'attente quelqu'un qui pourrait, quelque part, qu'on pourrait perdre en route. Voilà. Oui, mais je crois que c'est notre rôle au mouvement associatif de vous montrer que c'est possible, qu'on y arrive, pour ouvrir la voie. Hein. C'est notre rôle qu'on va essayer d'accomplir. Je voudrais préciser un point sur le positionnement d'Habitat Participatif France qui me paraît important de vraiment bien clarifier, et notamment au regard des acteurs du monde HLM. Ce mot de la cooptation, il est beaucoup utilisé comme une représentation. Habitat Participatif France, les collectifs d'habitants. Moi, quand j'ai fait cette enquête auprès des 30 projets, j'ai rencontré personne qui ne revendiquait le souhait de la cooptation. Les groupes ne veulent pas se choisir et mettre une sorte de frein qui garantisse je ne sais quels critères. Ça, c'est vraiment une représentation, un préjugé sur l'habitat participatif. Souvent, les groupes le font, en fait, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour le faire. Parce qu'on ne peut pas, quand on est demandeur de logement social, dire, cocher une case, je veux participer à un habitat participatif. On ne peut pas, avant d'être attribué à un logement d'habitat participatif, pouvoir rencontrer les gens, prendre connaissance des règles. Quand on se voit proposer un logement social, on nous dit où il est situé, le nombre de mètres carrés, s'il y a l'étage, s'il y a un ascenseur, etc. On ne nous propose pas de prendre connaissance des modalités de fonctionnement, de ce que ça implique. La demande d'Habitat Participatif France, c'est qu'il soit possible, en fait, de candidater à ça et d'être informé. La revendication, c'est qu'on ne peut pas être parachuté dans un projet sans savoir quels engagements ça implique. Il faut pouvoir savoir pour que le locataire lui-même, y compris s'il est sélectionné sur la base de cotations, de notes, d'un truc, etc., un petit peu externe à voilà, un cadre extérieur, on va dire réglementaire, que la personne elle puisse savoir et qu'elle puisse s'engager en connaissance de cause. Ça, c'est vraiment la vision politique qu'on porte. Je voudrais revenir du coup sur la question des exemples et puis passer la parole au porteur du projet Kergoello. On disait hier que les projets peuvent être d'initiatives, souvent quand il s'agit de projets avec des organismes HLM, d'initiatives de la collectivité, parfois initiative d'un organisme HLM, producteur de logements. Et là, voilà, vous allez nous partager une initiative qui vient d'un groupe d'habitants qui allait chercher les élus, qui sont allés chercher leurs maîtres d'ouvrage. Est-ce que Françoise et Mathilde, vous pouvez nous raconter un petit peu comment a commencé cette aventure? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et puis aussi, toucher du doigt, qu'est-ce qui, dans votre parcours, fait que vous êtes des locataires? Et qu'est-ce que ça change, en fait, que vous soyez un groupe de locataires qui est allé chercher des partenaires pour monter son projet? Bonjour déjà. Donc, nous sommes locataires actuellement de logements sociaux. Et en fait, nous n'étions pas du tout satisfaites des relations avec le voisinage, les relations, ce manque de bienveillance, de partage, etc. avec nos voisins. Enfin voilà, des problèmes de voisinage qu'il y a dans le locatif social bien souvent. Et donc, nous avions envie de vivre autrement. Et nous nous sommes dit, c'est pas parce qu'on est locataire de logements sociaux qu'on n'a pas le droit aussi, nous, de monter des projets d'habitat participatif. Donc, nous avons commencé par... nous avons commencé à 2, en fait. C'était pas avec Mathilde au début, avec une autre personne. Et nous avons créé le nom. Je vais vous dire ce que veut dire notre nom, si vous n'êtes pas bretonnant. En fait, Ker, c'est village en breton. Et donc, Goëlo, c'est le territoire où nous allons construire ce projet. C'est le territoire où nous allons habiter. Et donc, ça veut dire village du Goëlo. Donc, c'est vraiment l'esprit du projet au départ, c'est recréer un esprit village. Donc, c'est vraiment important pour nous. C'est vraiment la première raison d'être du projet, en fait. Voilà. Le partage, la mutualisation, recréer cet esprit de bon voisinage et d'entraide. Voilà. Donc ça a démarré en 2019 et nous avons donc créé notre fiche, voilà déjà l'idée de ce projet, et créé la fiche sur la cartographie HPF afin de se faire connaître et de trouver d'autres personnes intéressées pour nous rejoindre. Donc je précise qu'au début, c'était pas forcément 100% locatif social. On avait envie de quelque chose de mix, de mixité sociale, c'était très ouvert.
Voilà, je te laisse la parole pour continuer. Moi, c'est Mathilde. J'habite aussi en logement social. On n'est pas du Mais tout assez proche. sur la même commune. En fait, j'ai connu ce projet qui était mis en place par la cartographie, justement, de l'habitat participatif, parce que je recherchais, en tant que locataire, en fait, une autre façon d'habiter un lieu, quoi. Voilà, c'était mon but. Et aussi d'être plus impliqué sur un territoire et d'avoir un voisinage plus proche avec lequel je peux m'investir et vivre d'une autre façon, en fait. Donc, à la suite, nous avons créé l'association qui porte le même nom, Kerguelo, de Futurs Habitants. Et nous avons commencé à démarcher auprès de mairies sur le secteur d'Étable-sur-Mer. Et la mairie de Binic-Étable a été intéressée par notre projet parce que ça faisait partie aussi de leur projet municipal de créer un habitat participatif. Ce qui était bien, c'est qu'en plus, ils avaient un terrain. Donc, ça fait avancer les choses assez vite. Puis, on a travaillé évidemment sur la mobilisation de nouveaux foyers, puisqu'on était à l'époque que deux. Et on a commencé aussi en parallèle à travailler en tant que futurs habitants dans notre association en se regroupant une fois par mois pour se réunir à la fois sur la construction du projet avec la municipalité, mais aussi en tant qu'habitants, comment est-ce qu'on va vivre sur le lieu, qu'est-ce qu'on va créer comme façon de vivre. En mai 2021, printemps 2021, nous avons sollicité l'association Époque pour nous accompagner dans ce travail. Et il a été rédigé une note d'intention à ce sujet par rapport à l'association. Entre la collectivité et l'association, pour que chacun puisse apporter ses besoins et ses demandes. Donc vous êtes allé chercher les élus. Voilà. C'est un travail de pèlerinage pour trouver le bon territoire, les bons élus. Et ensuite, vous êtes allé chercher votre accompagnateur et ensuite le maître d'ouvrage avec les élus. Avec l'accompagnateur. Okay. Donc nous avons rédigé cette note d'intention qui a servi pour l'appel à projet de tous les bailleurs sociaux du département. Et donc c'est la RANS qui correspondait le mieux à pour répondre à ces intentions et donc qui a été sélectionnée par la commune. Voilà. Donc vous m'avez dit que les élus voulaient nous dire un mot. Ah oui. Et c'est en vidéo, c'est ça ? C'est maintenant ? Oui. D'accord. Voilà. Alors, moi, je suis technicien du son, stagiaire, et du coup, je dois vous projeter la vidéo, et je me suis un peu perdu, il y avait plein de fils, là, je savais pas du tout comment m'en sortir, donc je vais mettre le micro près du PC pour que vous puissiez entendre, et si on fait un silence de cathédrale, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Alors, HDMI... Oui, on n'est pas l'habitude, on n'est pas comme vous. Sur des choses comme ça. Très bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Paul Chauvin, maire de Binic-Étable-sur-Mer, et je suis accompagné par Hélène Lutz, adjointe à l'environnement, l'urbanisme et les mobilités à Binic-Étable-sur-Mer. Tout d'abord, je vous prie de nous excuser de ne pas pouvoir être présents avec vous sur ces journées de l'habitat participatif. Nos agendas ne nous le permettent pas, malheureusement. Mais nous tenions néanmoins à vous adresser ce petit message enregistré pour vous dire combien à Binic-Étable-sur-Mer nous soutenons un projet d'habitat participatif avec l'association Kerguelo et le bailleur social que nous avons recruté pour maître d'ouvrage, la société La Rance. Voilà, c'est un projet donc pour de 12 logements en 100% locatif social et nous souhaiterions vraiment qu'il puisse aboutir. Alors on travaille aussi avec l'Époque qui nous aide parce que c'est une nouvelle forme d'habitat, comme vous le savez tous sans doute. Pour nous, c'est lié à la transition puisqu'ils auront leur propre potager, leur propre verger. Ça va donc dans un sens de la résilience, de la solidarité puisqu'ils auront une maison commune et de l'intergénérationnel. De plus, ils feront une ouverture vers l'extérieur pour notamment payer la location de cette maison commune, avec sans doute un accueil
d'accueil aux personnes d'urgence, et ils seront donc des locataires, acteurs de leur propre gestion de leur réalité de vie. Voilà, une des raisons aussi pour laquelle on soutient absolument ce type de nouveau mode d'habitat, c'est que, étant une commune littorale, donc on est victime, on va dire, d'une forte spéculation foncière depuis de nombreuses années, et l'accessibilité au logement devient excessivement difficile pour des gens qui ont des revenus modestes, et quand je dis modeste, c'est pour 70 à 80% de la population. Donc ça nous préoccupe, et je pense que notre rôle en tant que collectivité, c'est d'assurer cet équilibre de mixité sociale qui est vraiment fondamental. Comme disait Hélène, en plus, ce sont des formes d'habiter qui développent un sens du collectif et de la démocratie et du partage. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on soutient fortement ce projet. Et à côté de ce projet, dans une parcelle mitoyenne, nous lançons aussi un projet d'habitat léger qui n'est donc là, au contraire, ça sera sans doute sous forme OFS et BSR, donc avec des gens qui achèteront la possibilité de construire leur propre maison, petite maison, dans un espace naturel, proche de la mer et en mitoyenneté avec cet habitat collectif. Voilà, donc ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ce projet avec l'association, avec l'EPOC, comme l'a dit Hélène, qui nous accompagne, et puis avec l'ARANS, donc qui est l'organisme bailleur social qui nous accompagne sur le projet. On a très bien avancé à la fois sur la maîtrise d'usage et sur la maîtrise d'ouvrage. On est prêt à déposer le permis. Maintenant, on se heurte à un problème qui n'est pas propre à la commune, évidemment, qui est beaucoup plus général, mais un problème pour trouver les financements. Et là, la commune, donc c'est une parcelle communale, on vend la parcelle bien en dessous du prix du marché. La commune consent des efforts importants, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour pouvoir équilibrer ce projet. Et on est donc en recherche active de financement, que ce soit avec la région, avec le département, l'agglomération, mais jusqu'ici, ça n'a pas pu aboutir. Oui, on déplore vraiment qu'il n'y ait pas une ligne de financement spécifique à l'habitat participatif. Et on déplore aussi qu'il y ait une vraie dichotomie entre la parole publique que l'on peut voir et entendre de gauche à droite et la réalité des faits. Voilà, on tenait donc à témoigner de cette expérience, que je trouve une belle expérience collaborative, hein, puisque on a rencontré un collectif d'habitants au début du mandat. On a tout de suite été séduit par leur projet. On a recherché, on a trouvé un terrain municipal qui pouvait accueillir le projet. Tout est au vert, donc, et on espère vraiment que ce projet pourra voir le jour. Merci. Merci à vous. Merci. On applaudit, non ? Ils ont de la ressource, les élus des petites collectivités. Peut-être que comme ils n'ont pas de service technique, il n'y a personne qui leur dit que c'est pas possible, donc ils y vont. S'ils en ont un, quand même. Merci à eux, et on va, Nausicaa, tu vas nous ramener sur le concret, sur les difficultés qu'évoquait le maire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Pour moi, c'est quelque chose d'original aussi, c'est que vraiment la commune, avec le groupe, ils se sont dit, on va aller chercher un opérateur, qui a envie, quoi. Qui a envie, et vous avez candidaté. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi vous aviez envie d'y aller, quoi? Eh bien alors, c'était un peu le fait d'une rencontre. En fait, on accompagne la commune de Binic-Étapes dans la production de logements sociaux, on va dire classique, depuis plusieurs années. C'est vrai qu'il y a quand même un marché immobilier qui est très fort, avec un impact sur la disponibilité du locatif, que ce soit privé en social. Donc, on doit aussi accompagner la commune pour répondre aux objectifs du PLH. Et là, la consultation qu'ils nous ont lancée nous a interpellés, parce que là, on pouvait répondre en fait à un engagement fort de l'équipe municipale, qui était une vraie attente exprimée par eux. C'était aussi d'accompagner une initiative citoyenne innovante pour nous, parce que c'est notre première opération d'habitat participatif. Donc, ça va même au-delà, c'est-à-dire que ça nous interroge aussi sur ce qu'on souhaite produire, comment on accompagne les territoires, qu'est-ce qui émerge aussi comme question au sein d'une commune, quelles sont les attentes des habitants. Voilà, donc c'était important pour nous finalement de rester mobilisés autour des élus, et puis de faire la rencontre de citoyens engagés.
Donc c'est aussi faire preuve de curiosité et puis de se dire on va relever le défi. C'est pas un mince défi. Voilà, voilà. Vous pouvez commenter. Donc là, vous voyez le terrain, effectivement, qui est proche de la mer. Donc là, comme Madame Lutz l'a souligné, il consente un effort important sur le prix du foncier, ce qui est une aide réelle. Là, voilà, on a mis quelques petites diapos du travail fait par l'association Kerguelo avec l'époque, qui mobilise beaucoup au niveau local, qui organise des ateliers régulièrement pour faire connaître le projet, mobiliser de potentiels futurs adhérents. Donc voilà, c'est aussi beaucoup d'échanges en interne. Donc au sein de l'association, en plus du travail qu'on peut mener avec la collectivité, l'ARANCE et l'association pour les comités de pilotage. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de rencontres au niveau, un joli terrain qui n'attend que la première pierre. Et quelques financements, comme vous aurez pu le comprendre. Voilà. Donc là, quelques visuels sur le terrain, le projet. On travaille avec le cabinet d'architectes Bucaille et Vienner, qui est basé à Dinan, et qui a su vraiment s'adapter à la demande exprimée de par la collectivité, de par l'association, et puis tout en veillant également à la faisabilité technique du projet. Voilà pour le commentaire des quelques images. Après, si on revient peut-être par rapport aux difficultés rencontrées. Donc effectivement, c'est une conduite de projet qui diffère d'une conduite de projet du logement social classique. Elle est plus complexe et aussi plus difficile à mettre en œuvre. En tant que maître d'ouvrage, ça nécessite de faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit, parce que pour le coup, on n'est plus seul maître à bord. Il faut pouvoir composer avec l'équipe. Il faut savoir faire preuve aussi de pédagogie, parce que les sujets parfois évoqués sont complexes. On touche à de l'urbanisme réglementaire, à des principes constructifs, à la RE 2020, au financement du logement social. Donc ça, ce sont des notions parfois qui peuvent être compliquées à appréhender. Donc ça demande aussi de prendre le temps. La gestion du temps est quelque chose de primordial, je pense, dans la conduite de ces projets. Donc il faut pouvoir s'accorder du temps pour la réflexion, de pouvoir cheminer conjointement, justement, pour co-construire. Il faut pouvoir se donner le temps aussi à chaque partie, que ce soit la collectivité, la maîtrise d'usage ou les architectes, de s'exprimer et puis de respecter la parole de l'autre. On doit avoir aussi un temps de validation pour chacun des groupes. Et puis, ce temps d'acculturation est impératif. Si on veut que ça fonctionne, il faut pouvoir s'acculturer toutes les composantes du projet, pouvoir travailler ensemble, avoir aussi des petites habitudes de travail, de discussion. Donc ça, c'est primordial, je pense, pour la réussite du projet. Et puis, donc, il faut se donner le temps, mais il faut aussi avancer. Donc, quelque part, il faut se donner aussi un calendrier, et puis il faut conserver une certaine dynamique de groupe. Donc voilà, il y a les deux curseurs temps à manier en fonction des contraintes de projet, qui n'est pas toujours simple, mais la notion de temps est importante. Et puis je pense qu'il est essentiel, alors là je parle en tant que maître d'ouvrage, mais ça rejoint aussi ce qu'ont souligné les élus, et également l'association Kerguelo, c'est qu'il faut savoir bien s'entourer. Et là-dessus, je voudrais aussi revenir sur le soutien que met à notre service l'époque. On est accompagné par Samuel Lanoé, qui vraiment met à notre disposition une caisse à outils super efficace et qui nous rend service à tous, parce que ça permet parfois de prendre un peu de recul dans les débats qu'il peut y avoir, de prendre un peu de distance par rapport à l'affect, et puis de ne pas mélanger les casquettes. C'est-à-dire qu'on a un super animateur, et puis on n'a pas à mélanger les casquettes maître d'ouvrage, maître d'usage. Donc ça, c'est aussi hyper important, je pense, pour l'avancée du projet. Et puis à titre plus personnel, c'est intéressant de voir que oui, il y a des réunions qui sont difficiles, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre de part et d'autre, et pourtant avec cette concertation, ces discussions, on arrive toujours à dépasser et à prendre des décisions,
Et ça, c'est extrêmement enrichissant, donc à titre professionnel et personnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change aussi de la conduite de projets classiques, et c'est un grand plus de l'habitat participatif. Et puis ça se fait poser des questions sur qu'est-ce qu'on produit, pour qui. Voilà, c'est aussi de prendre en compte finalement le regard que vont porter les futurs habitants sur le projet et le mode d'habiter. Donc c'est enrichissant, difficile mais enrichissant. Merci d'avoir posé ce sujet de la méthodologie de projet, parce que ça, justement, c'est le travail qu'on a à faire tous ensemble et qu'on peut faire. Les maîtres d'ouvrage dans leur pratique, les élus dans leur pratique de leur mandat, les habitants aussi dans leur pratique vis-à-vis des autres acteurs. On a aussi à apprendre, à se former, à être en lien pour apprendre des autres expériences, des autres collectifs. Et donc ça, c'est des choses que, voilà, c'est le travail qu'on a à faire. Et cette mise en réseau, évidemment, elle y contribue beaucoup. Et on a évoqué en filigrane les autres difficultés qui, malheureusement, souvent dépendent de facteurs extérieurs à nous, notamment réglementaires. Et du coup, là, c'est le moment de la séquence où je vais vous parler du travail qu'on fait vraiment de long terme, de plaidoyer que j'ai évoqué hier, sur cet enjeu de faire évoluer un certain nombre de règles pour que l'habitat participatif puisse se développer de manière plus large, notamment en ce qui concerne les problématiques de financement des espaces communs et les questions de méthodologie d'attribution des logements. Et autour de ces sujets qu'on évoque, qu'on connaît, qu'on partage, on a réalisé un travail avec les bailleurs engagés sur le sujet, avec les collectifs qui ont monté des projets, et avec l'Union sociale pour l'habitat qui, depuis plusieurs mois, années même, nous prête une oreille attentive. On a réalisé ensemble un groupe de travail depuis un petit peu plus d'1 an, qui aboutit depuis quelques semaines à la proposition d'un plaidoyer commun, proposition pour l'habitat participatif en locatif social, une petite plaquette que vous pouvez trouver à l'accueil. On doit en avoir quelques exemplaires ici, qu'on est heureux de diffuser. Et je le disais hier, je suis très heureux d'avoir un plaidoyer Habitat Participatif France qui est signé, co-signé avec le logo de l'Union sociale pour l'habitat. C'est un outil dont il faut se servir, et surtout à partir duquel on va pouvoir mettre en place un plan de travail à partir de l'année prochaine pour mettre en œuvre au moins toutes les mesures qui dépendent de nous. En tout cas, Éléonore, merci pour cet accompagnement, ce travail en partenariat, et du coup, je te donne la parole pour nous présenter les fruits de ce travail. Merci. Vous m'entendez ? Oui, il n'est pas allumé. Merci. Donc, Éléonore Evin Dorado, chef de mission RSE et valorisation de la performance sociale à l'Union sociale pour l'habitat. Donc, comme tu l'as dit, on a mis en place un groupe de travail qui réunissait 5 bailleurs, plus ou moins aguerris sur les opérations d'habitat participatif et bien sûr Habitat Participatif France, et des experts de l'USH sur les attributions, et on a mobilisé le service juridique. De tout ce qui ressort, il y a 3 domaines effectivement qui posent problème dans l'habitat participatif en locatif social. C'est les attributions, c'est le financement des espaces partagés et la place des locataires et des organismes HLM dans la gestion au quotidien des opérations d'habitat participatif. Au cours de ces 2 rencontres, nous avons d'abord étudié les outils qui existaient et qui avaient été mobilisés par les bailleurs et qui pouvaient être utiles de manière générale, et on a regardé la loi et on s'y est attelé. Au niveau de l'attribution du logement social, c'est revenu. Je vais faire un petit bref rappel sur qu'est-ce que les attributions, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas et comment ça fonctionne. Les attributions se font au moment de la commission d'attribution appelée la Caléole, qui examine chaque logement vacant et sélectionne des candidats. Ces décisions sont prises collégialement avec les membres de la commission, qui incluent les représentants des bailleurs, l'intercommunalité, l'État, la commune et parfois Action Logement, souvent. La Caléole se réunit parfois plusieurs fois dans l'année, et elle délibère sur les logements qui ont été vacants par rapport à la dernière Caléole. Et comme vous l'avez déjà indiqué, ces priorités sont définies par la loi. Comment on sélectionne un candidat, c'est vraiment défini par la loi, et elles permettent de départager les candidats. Alors ça peut être des situations sociales, économiques, l'ancienneté, donc il y a plein d'éléments à prendre en compte. Ce qui pose problème au niveau de l'habitat participatif, c'est qu'effectivement la notion de temps long arrive, et ce qui n'est pas l'usage sur les attributions en Caléole.
Pourtant, il y a déjà 33 opérations en locatif social qui existent, qui ont été mises en place, et les bailleurs ont innové et ont contourné le système de la Caléole. Alors, on pourrait mettre plusieurs noms. Les précommissions. Vous aviez parlé de préattribution, voilà. Et comment ils ont contourné? En fait, justement, ils ont mis en place des précales. Ces précales étudient la faisabilité financière pour que chaque ménage qui soit bénéficiaire soit éligible. Et pour être éligible, effectivement, il faut respecter les plafonds de ressources et être en règle sur le territoire. C'est l'élément le plus important, quand même, sur les attributions. Et donc, ils définissent si les personnes sont compatibles, enfin, si elles sont éligibles, et c'est un engagement moral et pas juridique, et après, c'est acté définitivement au moment de la Caléole. Mais on peut s'engager, enfin, les organismes se sont engagés un peu avant, mais sans sécurité, finalement. Et d'ailleurs, effectivement, il y a certains organismes qui ont voulu se lancer dans des démarches d'habitat participatif en locatif social qui se sont fait retoquer par le service de l'État en indiquant effectivement que ça ne respectait pas les principes d'universalité des 3 candidats au moment de la Caléole et qu'on ne pouvait pas avoir de groupe préformé. Mais ça existe sur le territoire, ça se fait. Donc ce que nous proposons, c'est de mettre au niveau réglementaire ces précales. Que ce soit une fois pour toutes acté et que ça se mette sur 1 à 4 ans pour que justement les futurs habitants puissent participer à la conception de leur habitation. Et donc ces précales se réuniraient tous les ans pour vérifier que tous les ans ces candidats restent éligibles, puisque c'est une condition sine qua non, qu'ils restent éligibles. Et si jamais on perd des candidats en cours de route, de reproposer de nouveaux candidats. Donc ce serait tous les ans jusqu'à la Caléole finale. Un autre point essentiel, justement pour expliquer que les gens ne vont pas dans l'habitat participatif parce qu'ils ont besoin d'un logement tout simplement, ce serait de mettre et d'intégrer en fait une charte à l'intérieur pour expliquer les règles du jeu de l'habitat participatif. Vous m'entendez pas bien? Je suis confuse. Depuis le début, vous m'entendez pas? Maman, faut recommencer. Ok. Vous auriez pu me le dire avant. D'accord. Donc, ce serait d'intégrer la charte à la condition d'attribution et si jamais le candidat ne veut pas signer cette charte ou il manque ce document, il ne peut pas être choisi pour cette opération. Et cette charte doit vraiment indiquer les conditions et les engagements finalement du bailleur, mais aussi du futur locataire. Et donc ça, on voudrait l'intégrer au niveau réglementaire. Ce qu'on propose aussi, au niveau de l'Union sociale pour l'habitat, on a une plateforme qui s'appelle Bienvéo, qui rassemble tout ce qui se fait en locatif et en accession. Et on voudrait faire un mini Bienvéo habitat participatif pour faire connaître le plus possible ce type d'opération et que comme ça, dans le secteur tendu, tout le monde puisse candidater et comme ça tout le monde a de la visibilité sur ces opérations-là et c'est pas réservé à une élite ou c'est pas réservé aux personnes qui sont à un endroit précis. Et dans les secteurs détendus, parfois il y a des opérations où effectivement il n'y a pas assez de candidats pour ces opérations d'habitat participatif, de l'ouvrir et de donner une visibilité au niveau national via ce site Bienvéo. Sur les financements des espaces partagés, nous proposons, si c'est possible, effectivement, que ces espaces partagés soient pris en compte dans les assiettes de financement de l'aide à la pierre, puisque effectivement, c'est une optimisation de ressources et donc c'est à faire valoriser. Mais en contrepartie, on pense aussi qu'il serait pertinent d'introduire dans la quittance des locataires une contribution. Donc en fait, avec la quittance et l'aide à la pierre, on assure le financement de ces espaces partagés qui peuvent peser parfois dans les opérations et rendre les opérations difficiles. Au niveau de... donc ça, c'est réglementaire aussi. Et au niveau de la méthodologie, en fait, pour la dynamique de groupe, on souhaiterait en fait vraiment communiquer le plus possible sur l'élaboration d'associations d'habitants à qui on va déléguer les espaces partagés et qui soient effectivement maîtres de leur habitat, que ce soit un patrimoine détenu par le bailleur ou une copropriété. Et on voudrait aussi, avec ça,
obtenir une généralisation de la convention de cogestion qui explique vraiment les règles et ce qui doit être fait, la répartition des responsabilités, le suivi, le règlement des conflits. Donc ça, c'est tout ce qu'on a débattu au cours de ces 2 réunions qu'on avait eues. Et on espère, en tout cas on va le faire, de continuer les chantiers dès leur entrée et de porter collectivement ces propositions au niveau réglementaire. Merci Eleonore. Donc. Voilà, il y a des points dans les éléments que tu as abordés qui sont d'ordre réglementaire et du coup les évolutions réglementaires, ça ne dépend pas que de nous et on va y travailler ensemble. Donc déjà pour nous c'est vraiment un énorme soutien que de ne pas y aller tout seul juste comme association militante, mais d'y aller avec le monde du logement social. C'est aussi un beau symbole, je trouve, sur ce qu'on porte. Et puis après, il y a aussi des propositions dont la mise en œuvre ne dépend que de nous, et ça c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir avancer. Et en particulier ce site de Bienvéo. Bon, Bienvéo, moi je ne connaissais pas avant d'en avoir parlé avec Eleonore, mais c'est un outil, je pense, qui va être utile puisqu'on va, dans les prochains mois, le temps de mettre ça en place, en fait, disposer d'un portail qui sera peut-être le père de notre portail militant sur Habitat Participatif France, où tous les projets portés par des organismes HLM vont être recensés là, et le fait que les candidats vont pouvoir postuler à travers une plateforme qui va être un peu officielle, en fait, ça va permettre de constituer des dossiers qui vont être constitués à l'image de ceux de la demande du logement social, qui vont être mis en miroir avec cette condition, et qui vont permettre du coup à ces précales d'instruire des dossiers sur la base de la possibilité offerte à tous de candidater à des projets d'habitat participatif. Du coup, cette question étant très, très complexe, Antoine l'a mentionné tout à l'heure, il y a une piste qui est plus simple aujourd'hui pour les organismes HLM, c'est de travailler sur les parcours des locataires qui sont déjà dans le parc, ce qu'on appelait les mutations. Et on va parler tout de suite d'un projet, les jardins de Barbara à Nantes, qui s'est appuyé sur le jardin de Barbara, pardon, qui s'est appuyé sur cet outil. Mais avant de rentrer dans la technique et tout ça, pour nous c'est important de commencer par l'expérience des habitants. Et du coup merci Flore qui habite le jardin de Barbara d'être là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre projet et en quelques mots nous dire ce que voilà, c'est quoi ton parcours, toi qui étais déjà dans le logement social et qui est aujourd'hui dans ce projet. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça change pour vous? D'accord. En haut. C'est de l'autre sens. En haut, il faut remonter. Vous m'entendez là? Non. Ouais. Comment ça marche? Attends. Il faut remonter. Pour parler. Comme ça? Ah oui, voilà. Ah ouais, j'avais pas l'habitude. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Flore et je suis habitante du Jardin de Barbara, qui est un habitat participatif 100% locatif, qui est situé à Nantes et qui a été porté par le bailleur social Nantes Métropole Habitat. Voilà. Donc, c'est une résidence qui se compose de 23 foyers. Où on a une mixité sociale et générationnelle très, très présente. Voilà. C'est un habitat participatif qui comporte des espaces partagés. On a un jardin commun avec des bacs potagers, des arbres. On a un espace commun qui est équipé d'une cuisine. Donc c'est une salle où on peut faire des repas ensemble. On a une terrasse en bois où on se retrouve parfois pour prendre le soleil, discuter. Et on a un atelier de bricolage également, et puis des abris vélos. Et on prend en charge l'entretien ménager des parties communes, ce qui nous permet de réduire nos charges locatives. Donc on a un loyer forcément qui est moins élevé que si on était dans un même logement social normal. Moi, j'ai l'impression que j'ai un T3 et je paye, comme on n'a pas les charges locatives, je le trouve pas très, très élevé par rapport à du privé ou même à notre logement social. Donc, il y a également eu des chartes qui ont été élaborées pour le fonctionnement
et la vie en collectivité, qui a été élaborée entre NMH et les habitants. Voilà. Donc les habitants, un collectif d'habitants qui a été constitué en 2016 et qui a participé à l'élaboration des espaces privés, des espaces communs. Moi et mon compagnon, on a fait partie de la dernière sélection, donc on n'a pas élaboré ce projet. On est arrivé tout à la fin. Donc nous, ce qui nous a motivés à intégrer cet habitat participatif, c'est qu'on était dans un logement social et on avait envie d'habiter autrement, parce que déjà on est acteur. On est beaucoup impliqué dans notre vie de quartier. Je fais partie d'associations. On a même créé une association avec mon compagnon. On a une galerie associative d'art. Je fais partie des budgets participatifs. Donc, on avait envie d'habiter autrement, avec nos voisins, dans un esprit de partage et de solidarité. Et on connaissait le principe de l'habitat participatif, mais on ne pouvait pas y accéder, parce qu'on ne pouvait pas y rentrer parce qu'on n'avait pas les moyens d'accéder à la propriété. Donc quand on a vu l'annonce proposée par NMH, Nantes Métropole Habitat, on s'est dit chouette, on va postuler pour faire partie de cette aventure collective. Donc on a été retenus et donc on était très contents. Donc moi je trouve ça très bien, parce que quand on n'a pas les moyens d'acheter, que les bailleurs sociaux puissent justement nous proposer ce genre d'habitat. Parce qu'on avait l'impression que c'était réservé qu'à une certaine population. Donc au début, donc les logements étaient livrés en 2021. On arrivait, donc on ne s'est pas choisi, on ne se connaissait pas entre nous. Et il y avait des gens de parcours complètement différents, de mixité sociale différente, avec des problèmes économiques, aussi différents. Donc on a commencé à se connaître, on a fait des réunions ensemble pour parler de la gouvernance, des règles de vie, de la gestion des espaces communs, comment on allait s'organiser. On a même constitué des commissions. Donc commission administrative, commission activité avec les enfants, commission jardin pour s'occuper du jardin. Et on a vite après, donc là je vous parle un peu des problèmes. Maintenant, on a rencontré quand même des problèmes dans cette gestion, parce que on n'avait pas les mêmes attentes et les mêmes niveaux d'engagement entre les habitants. C'était complètement différent. Moi, j'étais, avec mon compagnon et d'autres, on était plutôt au taquet, on voulait que tout de suite plein de choses se créent. D'autres étaient plus en phase d'observation, d'autres en observation, d'autres prenaient plus le temps. Donc, comme on avait des niveaux d'engagement différents, ça a créé quand même des sources de conflits, parce que certains se sont dit ils vont trop vite, pourquoi on nous dit de faire ça tout de suite, voilà. Donc, ça a créé des sources de conflits. On a eu un petit découragement, donc là, il y a eu un statu quo, et puis on s'est dit, même s'il y en a certains qui ne veulent pas participer tout de suite, on s'est dit, on va quand même, quelques habitants, on a envie quand même de reprendre en main cet habitat. Donc on a recréé une nouvelle dynamique, et avec pour devise plus de souplesse, plus de tolérance, plus de bienveillance et une intelligence collective, c'est-à-dire que on faisait selon nos disponibilités, selon nos affinités, avec moins de règles, de réunions et tout ça, qu'on avait envie. Alors maintenant, je vous donne des exemples. On a créé un groupe WhatsApp, on a envie d'aller tondre la pelouse, on dit tiens, parce qu'on doit s'occuper des espaces extérieurs, bien sûr, du jardin, je vais tondre la pelouse, qui vient m'accompagner? Donc voilà, les gens y viennent, on fait un repas collectif, on fait des repas ensemble. Et on fait même des ateliers artistiques ensemble. Dimanche dernier, on a fait un atelier artistique, puisque mon compagnon est artiste peintre, avec les enfants et les adultes. Et après, on va exposer donc les travaux des enfants dans le jardin. Et donc, on fait quand même beaucoup de choses. On prend le thé ensemble. On essaie de se découvrir et de partager, des valeurs d'entraide.
On s'entraide, par exemple, je garde le bébé d'une voisine. On a amené des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller à la mer en vacances, en week-end ensemble. On est partis tous ensemble à la mer, un petit groupe, donc tout le monde était ravi. On a une autre voisine qui a un food truck. Moi, j'ai ma belle-fille qui a 17 ans. Maintenant, elle travaille avec elle pour des petits boulots, donc ça lui a permis. Voilà, on s'entraide, c'est de la partage. Et comme on ne s'est pas choisi, c'est des gens donc on n'a pas choisi par rapport, je crois, à d'autres habitats où ils se choisissent dès le départ. Eh bien, ça m'a permis de découvrir des gens et d'aller vers des gens vers qui je ne serais pas forcément allée si j'étais pas dans un logement comme ça. Et ça m'a ouvert à d'autres cultures et de voir d'autres parcours de vie qui ne sont pas forcément les nôtres. Et c'est très, très enrichissant comme aventure collective. Voilà. Merci Flore. Du coup, merci pour ton regard et on va écouter aussi le regard du bailleur. On a la chance qu'à Nantes Métropole Habitat, il y a une vraie vision, une vraie recherche sur l'innovation des logements. Et du coup, toi, Anne-Véronique, tu es sociologue et tu travailles sur ce sujet. Est-ce que tu as quelques éléments d'analyse à partager avec nous sur l'habitat participatif ? Ben oui, c'est une belle aventure pour le bailleur social aussi. Et je ne vais pas rentrer sur les aspects techniques et sur la question de l'universalité et tout, parce que c'est des questions qu'on se pose aussi. Et on a démarré par de la mutation. Clairement, on a 25 logements, 23, j'y arriverai jamais, 23 logements où c'était uniquement des locataires en mutation avec plusieurs phases d'attribution pour conserver. On savait bien que ça allait durer très longtemps. Donc pour conserver la possibilité de ceux qui se sont engagés dès le début, de trouver un logement à l'arrivée s'ils avaient changé de situation. Donc un enfant de plus, un enfant de moins, un mari en plus, un mari en moins, enfin voilà, tout ça. Et tout ça, il faut le traiter. C'est très compliqué, mais on rigole, mais c'est vachement compliqué dans les règles du logement social, le mari en plus. Celui en moins, c'est moins grave. Donc en fait, hier j'ai parlé des pas de côté dans la plénière. On est bien sur cette question de l'innovation. Il faut être dans l'innovation. Il faut surtout avoir un référentiel, mais un référentiel dynamique qui nous étonne tout le temps. Et il faut avoir envie d'être étonné, y compris quand on est dans des règles aussi rigides que les règles du logement social. Et puis il faut pas faire pour, faut faire avec. Et ça, c'est une vraie révolution pour nous. Je l'ai déjà dit hier. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faut y aller. Et faut surtout pas surcharger d'enjeux dès qu'on démarre. Ça va pas révolutionner la vie du quartier, ça va pas révolutionner la vie de tout le monde d'un seul coup. Et on en a discuté avec Flore aussi, elle-même, elle a surchargé d'enjeux et de projets cette question-là. Nous, quand on est un bailleur social, faut être ultra modeste. Faut démarrer en se disant, au moins, on aura un habitat dans lequel ils vont se connaître. Ils vont pas débarquer du jour au lendemain, les 23 ménages, tous le même jour avec leur camion et s'engueuler le premier jour, le jour du déménagement, parce qu'ils auront besoin de l'ascenseur au même moment. Donc au moins, ils se connaîtront avant d'arriver et ils auront créé un petit peu de liens. Et ces liens-là, ils vont peut-être faire des très belles choses, emmener les enfants à la mer qui sont jamais allés à la mer. Ça fait vachement plaisir. Donc pas d'enjeu très très fort. Un autre point aussi, je tremble comme une feuille parce que je suis trop investie. Un enjeu aussi, pour moi, en tant que sociologue, c'est de sortir définitivement de la vision déqualifiée des locataires du logement social. Arrêter de les penser laids, en plus eux, un espèce de truc homogène. C'est tout sauf homogène. Et ils ont des ressources, et beaucoup de ressources. Et on les je tremble de plus en plus. Et on les pense par les manques. On pense alors encore le manque de mari, manque d'argent, manque de capital culturel, etc. Et là, c'est plutôt comment on va mutualiser, démultiplier les ressources dans le collectif. Mais par les petites choses du quotidien. Donc ça, c'est un très grand pas de côté. Penser les locataires HLM par leurs ressources, définitivement, je pense que, et en plus, en ce moment,
dans le week-end qu'on a. Enfin, là, bon, j'arrête. Et puis le dernier point pour les bailleurs sociaux, c'est la question de la dimension. 12, c'est compliqué d'équilibrer un modèle économique à 12 logements. Et il faut être ambitieux, faut y aller. Et finalement, quand on ne s'est pas choisi, 23, 24, 25, ben ça permet à celui qui n'est pas prêt, elle nous l'a dit, de pas y aller tout de suite. C'est pas grave. Si on est 8 et qu'il y en a un qui ne va pas, ben il manque dans le collectif et il est repéré. Si on est 25, il y en a 2, c'est pas le moment pour eux. Eh ben tant pis, ils viendront plus tard, ils viendront quand ils seront prêts, ils viendront quand ils en auront envie, quand il y aura un sujet qui les intéressera. Et c'est pas grave. Mais par contre, c'est pas grave si on est 25, si on est 8 ou si on est 6, ben ça se voit tout de suite. Et finalement, cette contrainte du modèle économique dans le logement social qui est autour de pouvoir financer une salle commune à partir de 25-30 logements, moi je pense que c'est un avantage. Surtout quand on ne s'est pas choisi au départ. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Merci. Et on va continuer à avancer dans le temps des projets. Un projet pas encore fait, projet livré. Et un projet, les Toi, moi, nous. Avec Thomas, qui est ici là et qui a la chance d'habiter ce beau projet depuis 2018. Et je me suis rendu compte que j'allais dire oui, les locataires. Mais en fait, il faut aussi se dire que quelque part, pour moi, l'objectif, c'est de dire qu'on s'en fiche. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est la thématique de la table ronde. C'est pour ça qu'on insiste un peu sur ça. Mais de mon expérience, je peux vous dire qu'un des plus grands plaisirs, c'est d'être dans des projets dans lesquels on ne sait pas qui est locataire, qui est propriétaire. Hier, on présentait le projet des Pipistrelles. Moi, je suis le seul à savoir qu'il y a un écart de 1 à 10 entre les revenus des personnes du groupe. Il y a une dame qui est au minimum vieillesse qui a 600 € par mois et il y a un foyer qui a 6 000 € par mois. Autour de la table, personne ne sait qui est qui. Et ça, c'est une grande richesse. Est-ce que Thomas, tu peux nous parler de ton expérience et qu'est-ce que ça change, ce sujet d'être locataire? Comment ça se passe avec le bailleur? Comment ça se passe entre vous? Comment est-ce que vous gérez cet immeuble? C'est ça. Déjà, nous, comme tu l'as dit, ça fait 6 ans qu'on est tous ensemble dans notre habitat et les locataires sont encore tous là. On est tous présents depuis le début dans le projet, donc c'est déjà un indicateur, je trouve, intéressant. Donc les Toi, moi, nous, c'est un habitat participatif qui existe donc depuis 2018 à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. C'est un habitat de 22 logements dans lequel donc il y a cette fameuse mixité sociale, propriétaire d'un côté et locataire aussi. Concrètement, on est 7 logements locatifs, dont moi je suis locataire, et on parle, comme tu le disais à l'instant, on fait jamais de distinction locataire-propriétaire. Bon là, c'est parce que c'est le sujet, mais entre nous, on voit jamais cette distinction. Ça va même dans le lieu, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais les logements, en fait, il n'y a pas un côté où il y a les locataires, un côté où il y a les propriétaires. En fait, les logements, ils sont disséminés un peu partout dans la résidence, donc on a un filtre partout. Les locataires sont partout dans la résidence, ils sont au rez-de-chaussée, ils sont au premier étage. C'est mes notes, je peux pas. Voilà. Donc voilà, on est un peu partout dans l'habitat. Et donc c'est un point que je voulais rajouter aussi, parce que je trouve qu'on se retrouve pas mal sur les thématiques que tu as exprimées, Flore, dans ta présentation. Ce que moi je peux ajouter par rapport à notre habitat, c'est que c'est sur le fonctionnement au quotidien, on a 2 instances. Donc d'un côté, il y a la copro où justement en tant que locataire, on est présent. On est présent parce qu'en fait, on représente à la fois tous les locataires, mais on est représentant aussi du bailleur social. Le bailleur social, il nous a donné la possibilité à ce qu'un locataire puisse être présent pour pouvoir discuter, justement, dans le cadre de cette copropriété. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, il y a, comme souvent dans ce genre de concept, il y a une association où là, tout le monde est logé à la même enseigne. Là, il n'y a encore une fois pas de distinction propriétaire-locataire. On a tous une voix, on discute tous ensemble et on décide tous ensemble. Et là, au niveau de l'association, le bailleur social, il n'a pas de présence. Il n'est pas représenté, donc il nous laisse carte blanche. On a carte blanche, nous. Donc encore une fois, par rapport au sujet locataire comme propriétaire, on est tous adultes à pouvoir décider tous ensemble sans avoir de frein en disant tiens, qu'est-ce que va penser le bailleur social ou autre. Jamais de la vie. Enfin, en tous les cas, à ce jour, on n'a pas été freiné à ce niveau-là. Donc voilà, en 6 ans,
Comme je le disais en introduction, en fait, on a plus de problèmes avec les propriétaires qu'avec les locataires. D'une certaine manière, pour caricaturer, parce qu'en fait, on n'a eu que des départs et des arrivées de propriétaires, aucun de locataires. Donc de fait, je ne peux pas répondre à l'histoire de Cal, pré-Cal, parce que nous, on ne l'a pas vécu de l'intérieur. Par contre, je fais partie du réseau local régional. En discutant avec d'autres habitats participatifs, je me permets de faire l'écho de ce qui se passe dans notre région, où il y a des habitats où on leur a, entre guillemets, imposé un profil qui n'avait pas forcément d'intérêt pour l'habitat participatif et qui s'est retrouvé dans l'habitat en question. Donc ça, effectivement, ça peut poser question, sachant qu'au préalable, on avait signé, comme eux, une convention entre le bailleur et le groupe pour pouvoir définir des profils qu'on transmettait au CAL par la suite. Donc ça, c'est peut-être un questionnement sur justement comment, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, je sais, c'est pré-CAL et autres, pour pouvoir faire en sorte que ça se passe mieux dans le futur. Donc nous, de fait, on se pose la question, le jour où il y aura un locataire qui va partir, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que nous, on aura le droit de pouvoir proposer, ou alors ça va être en fait la ville qui va nous envoyer quelqu'un qui n'aura pas forcément d'intérêt pour le participatif. Et là, justement, ça pourrait poser problème sur la pérennité du projet. Voilà ce que je pouvais rajouter. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, comme ce que disait Flore. Sur ce que tu dis, là, nous, on a le droit de proposer à NMH, je ne me trompe pas, à un locataire, si un locataire s'en va, on a le droit de proposer un locataire. Voilà. Après, s'il est retenu, s'il remplit les conditions, mais on peut proposer quelqu'un. C'est pas tout à fait. Ce que je veux préciser, pour le coup, c'est un sujet, je sais, qui est un peu sensible, mais en tout cas, notre position qu'on a débattue, c'est que dans le plaidoyer, on n'exige pas, on ne demande pas forcément que ce soit le collectif qui postule un candidat. Encore une fois, ça, c'est une pratique parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Ce qui est important, c'est que le candidat qui passe en CAL, même s'il vient, il connaît le collectif Ni David Adam, qu'il ait la possibilité de venir, qu'on lui présente l'opération, qu'il rencontre les gens, qu'il sache ce à quoi il s'engage, et que lui puisse, en connaissance de cause, décider « Ah oui, ce truc-là, ça m'intéresse, j'ai envie de m'engager dans un collectif ». Et auquel cas, il sera bien reçu. Mais c'est sûr que si la personne elle est envoyée là, elle ne sait même pas où elle arrive, il y a un vrai risque que ça ne puisse pas forcément bien se passer. Je peux juste répondre sur le protocole. En fait, j'ai parlé avec mes tripes, j'ai pas parlé en tant que technicienne. Donc, d'un point de vue technique, pour le bailleur social, c'est formidable parce que zéro impayé de loyer, pas de visite pour nettoyer, etc., puisque c'est entièrement pris en charge par les locataires. Pas de conflit de voisinage, etc. Donc ça, c'est beaucoup d'investissement en amont, mais très peu en gestion. Sur la question des mutations, on a eu un départ, un décès au jardin de Barbara. Donc on a mis en place un protocole. En fait, le système donc on a un fichier commun de la demande historique en Loire-Atlantique qui regroupe l'ensemble des bailleurs de Loire-Atlantique. Donc on a réussi à obtenir une coche dans la demande d'habitat social pour le département de Loire-Atlantique, une coche qui dit « je suis intéressé par de l'habitat participatif ou de l'habitat inclusif ». Donc nous, on va faire une sélection de 3 candidats à partir de cette coche. C'est moche, de ce port. Et une fois qu'on a fait la sélection de 3 candidats, dans notre fonctionnement d'attribution, les 3 candidats visitent le logement avant, quel que soit le logement, même si c'est pas de l'habitat participatif, ils visitent le logement avant de passer en CAL parce qu'on avait énormément de refus. Donc ça limite les refus de faire les visites avant l'attribution. Donc en fait, on ne déroge pas à notre principe, on fait visiter avant l'attribution, mais ils visitent en présence du collectif d'habitants. Donc les 3 candidats qui ont été sélectionnés sans court-circuit, dans la sélection ordinaire de Nantes Métropole Habitat, rencontrent le collectif. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas le collectif qui dit non, celui-là, il a pas une bonne tête, on n'en veut pas. C'est les gens qui disent ah non, moi je suis pas prêt à m'engager là. Donc faut pas avoir peur de se faire déborder par des demandes. La question de l'habitat participatif, c'est une niche. Et il y a peu de gens qui
aujourd'hui y aspirent. Mais quand ils y aspirent, nous, ça nous intéresse de répondre à cette question. Donc on ne déroge pas, en fait. Voilà. Monsieur Pull nous a dit hier Excusez-moi. 7%. Essayons de faire des logements pour ces 7% de personnes qui ont envie de s'investir. dans le logement. Est-ce que, du coup, merci à tous pour votre partage d'expérience et on va vous donner la parole pour continuer ces échanges. Est-ce qu'il y a des questions, quelqu'un? Ouais. Ouais. La question, c'était par rapport au projet des 3 mois. Ma question, c'était pour les Toi, moi, nous. Là, j'ai oublié ton prénom, désolé. Thomas. Ah oui, Thomas. C'était de connaître un petit peu la sphère d'intervention de l'association que vous avez montée. Voilà, sur quel domaine vous intervenez, quelles décisions vous prenez, pourquoi, etc. quoi. Oui, tout à fait. L'association va surtout travailler sur la partie des espaces communs, de leur gestion, l'entretien, mais aussi, surtout, la vie collective. Donc en fait, grosso modo, c'est un peu la copro s'occupe du bâti, de son suivi, et l'association, elle, va vraiment être focus sur le groupe, en fait. Et donc, comme le disait Flore, nous, c'est pareil, on a, pour faire simple, une réunion mensuelle et des commissions sur chaque espace commun. Chaque espace commun, grosso modo, a une commission. Donc on a des petits groupes qui travaillent et qui remontent l'information au grand groupe pour après décider tous ensemble, en fait. Et donc ça, de façon... là, on a réussi à faire ça depuis 6 ans. Tous les mois, on a réussi à entretenir cette dynamique pour faire avancer le collectif. Voilà. Et donc on distingue bien la copro de l'asso, sachant que nous, les Toi, moi, nous, au début, on avait vraiment une volonté de monter une coopérative, donc ça n'a pas pu se faire. Donc très vite, c'est le côté associatif qui a pris le pas. Et la copro, parce qu'on n'avait pas trop le choix à ce moment-là de choisir cette forme, voilà, qui est assez courante aujourd'hui dans ce type de modèle. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est quand même 22 logements, c'est quand même assez costaud aussi, quoi. Donc pour l'instant, au Jardin de Barbara, il n'y a pas encore d'association. C'est leur cheminement. Par contre, on a une association sur un autre habitat participatif qui n'est pas encore livré. Et en fait, Nantes Métropole Habitat, NMH, on est membre honoraire de l'association. C'est-à-dire qu'on est invité une fois par an à l'Assemblée Générale. Et c'est important aussi que le bailleur conserve, parce que si l'association dérive complètement par rapport au projet initial, là en l'occurrence c'est une association dans un projet dans lequel il y a de l'accession, c'est pas de total. Et si par exemple ils décident de faire une cotisation à 3 000 € par mois, nous on peut aussi être là pour dire en tant que membre, mais on est membre honoraire uniquement, on n'est pas. Donc on est là juste pour vérifier que le fil du départ, et en plus c'est important pour nous en tant qu'institution de se rappeler que cet espace-là est un espace un peu différent. Donc voilà, on a un protocole en interne. Quand il y a des associations de locataires dans l'habitat participatif, on devient membre honoraire et on participe aux AG. Ce qui fait qu'on a une AG en plus les copros. Donc ça donne du boulot aussi. Bonjour, Pierre de l'association Urbamonde. Demain matin, on a un atelier sur les habitats participatifs pendant la période de la pandémie, des confinements et du coup le vivre ensemble et l'importance de l'organisation des habitants, des espaces communs. Est-ce que pour le coup, pour Toi, moi, nous, vous étiez déjà dans vos logements, tu peux raconter un petit peu comment vous avez vécu cette période de confinement dans cet habitat participatif particulier avec le logement social, et peut-être les bailleurs, si vous avez des expériences sur comment les locataires se sont organisés ou pas pendant les périodes de confinement, et donc est-ce que ça fait une différence pour ce genre de circonstances exceptionnelles? Merci. Je vais démarrer. Pour les Toi, moi, nous, moi j'ai plutôt l'impression que on n'a presque pas vécu, on a eu le sentiment d'avoir vécu cette période difficile comme la majorité des Français, on va dire, parce que de prime abord, dans un habitat participatif, il y a la solidarité, c'est un peu un maître mot qu'on retrouve dans toutes les chartes. Nous, c'était déjà naturel, et donc quand le Covid est arrivé, ça a continué comme avant. Donc très vite, on s'est tous posé des questions, comment on va faire. Et très vite, on s'est auto-organisé pour dire comment on fait avec la distanciation sociale. Donc on a fait une petite réunion, puis on a redessiné un peu des règles pour pouvoir respecter ces règles, et pour que tout le monde se sente à l'aise avec ça, parce qu'on était tous un peu en questionnement dans cette période. Donc,
pour nous, voilà, je pense que l'habitat participatif, ça invite à justement être plus souvent présent auprès de son voisin. Et donc nous, c'était naturel. Et quand j'ai pu discuter avec d'autres personnes dans d'autres habitats, on n'avait pas le même ressenti. En tous les cas, moi, je le voyais comme ça. Je sentais une difficulté de vivre cet instant que nous, c'était un peu moins difficile dans ce contexte. Moins seul, tout à fait. Oui, je suis Matthijs Vermuij, je suis conseiller adjoint au maire à La Haye, de Pays-Bas. Et nous avons fait une recherche, quel est l'intérêt de personnes qui demandent logement. Et c'est environ 10% de personnes en volonté d'habitat participatif. Et nous avons une liste d'attente de plus de 1000 ménages à La Haye. Et je voudrais savoir, pour les bailleurs sociaux, il y a aussi un intérêt pour développer des projets. Et je voudrais demander s'il y a pour l'association de bailleurs sociaux en France, nationale, il y a un groupe de travail qui fait l'échange savoir pour stimuler l'habitat participatif aux bailleurs sociaux. Alors, on m'entend là, hein? Proche. Okay. Très proche. Tout à fait. On a donc mis en place un groupe justement pour faire des propositions. Et dans ces propositions, c'est ce que j'ai expliqué, on veut donner une plus grande visibilité à l'habitat participatif. Et ça va passer par de la communication, hein, faut pas se leurrer, notamment avec ce site Bienvéo pour montrer le plus possible les opérations qui existent et qui vont venir. Est-ce que je réponds à votre question? Non, ça marche pas, je crois pas. Ouais. Ça marchait pas? Si, vous entendiez? Ça veut dire une conférence au prochain congrès? Alors, il va y avoir une table ronde. Merci de répondre à cette question. Il va y avoir une table ronde au congrès sur l'habitat participatif en locatif social, justement, pour montrer ce type d'opération. Il y a déjà eu des cahiers repères, c'est des cahiers qui recensent les belles opérations, les bonnes opérations. Donc c'est communiquer un maximum là-dessus. Effectivement, le locatif social, actuellement, c'est 33 opérations sur toute la France. Donc il faut valoriser un maximum ces opérations, les opérations à venir. Merci USH. Voilà. Et je me permets peut-être, juste pour compléter effectivement, on s'est concentré à la fois sur le début de la conférence, sur la question des valeurs, du modèle, de cette commission, préattribution, etc. On a un peu cornaqué le sujet, hein, même je pense pour les bailleurs sociaux rennais, ils ne se reconnaîtraient pas trop à l'aspect un peu monolithique de la façon dont on aurait pu retenir notre propos. Notre propos n'est pas de dire qu'on ne fait pas d'habitat participatif, je dirais même bien au contraire, puisqu'on en a fait des opérations. On a fait des opérations dans le neuf, coopératives. Il y a des bailleurs et des promoteurs sociaux coopératifs qu'on en fait. Et puis on en fait au quotidien aussi, et de longue date, dans nos résidences, de la dimension participative. Alors c'est pas exactement la même chose que d'être sur le schéma un homme, une voix. C'est pas exactement la même chose qu'une résidence qui est configurée pour faire de l'habitat participatif. Mais on a des projets dans nos quartiers de renouvellement urbain, dont un qui s'appelle Ma Tourée participative, avec des locaux communs. Au-delà des locaux communs résidentiels, des schémas de buanderie commune, de l'aide aux devoirs, des espaces partagés, une maison des habitants, avec une logique où ça m'est même arrivé de dire qu'à partir du moment où la résidence avait été livrée, elle était entre guillemets interdite aux séminaires, aux réunions d'autres personnes que les habitants, parce qu'il faut qu'ils se l'approprient. Donc je voudrais juste, pour être clair, vous dire qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'on n'est absolument pas, évidemment, je dirais, en retrait par rapport à cette dynamique participative. J'ai même envie de dire qu'on a eu longtemps, même beaucoup d'avance. Je veux dire, les locaux communs résidentiels, par exemple, ils ont été inventés ici, à Rennes. Et je pense qu'on continue d'avoir de l'avance, parce que pour qu'ils servent, les bailleurs sociaux se sont mis en commun, se sont associés, ont désigné une association pour mieux les gérer, ont mis en commun leurs moyens pour que ça puisse fonctionner pour les habitants, et le cas échéant amener de la dimension extérieure aussi dans ces locaux. Donc en fait, c'est juste pour repositionner le sujet, parce que j'ai senti dans les échanges qu'il pouvait y avoir un peu d'incompréhension.
et vous dire qu'à partir du moment où on a été amené sur le sujet technique, on a répondu au sujet technique, mais on aurait évidemment beaucoup de choses à valoriser, et on se tient évidemment avec les équipes, et elles sont aussi présentes que ça dans la dimension de l'habitat inclusif et participatif, studio d'amis, résidence intergénérationnelle, cohabitation, personnes âgées, etc. Aussi pour faire du retour d'expérience. Hein. J'espère du coup avoir une autre occasion que cette table ronde pour vous parler plus en détail de ces expériences. Et puis, pour ajouter, sans paraphraser, mais pour asseoir le propos d'Antoine, je retiens surtout les propos de Ludovic. Toutes les échelles de participation nous intéressent, et peu importe le niveau qu'on y met, c'est pas à nous de le définir, par contre c'est d'en ouvrir les portes. Voilà, et ça pose des questions au-delà de ça. Et maintenant, vos questions, parce que moi j'ai vraiment envie de vos questions aussi. Oui, je pense que c'est à mon tour. Merci beaucoup pour votre témoignage, c'était bien intéressant. Donc Guillemette de Monteil, accompagnatrice à Bordeaux et notamment sur des projets en locatif social. Flore, vous avez parlé notamment au Jardin de Barbara, en fait, que vous prenez en charge l'entretien et donc que vous aviez des réductions de charges. Mais vous avez aussi parlé dans un second temps de participation qui était différente chez le locataire, ce qu'on peut complètement entendre. Je voudrais savoir un petit peu comment ça fonctionne, ce système, en fait. La réduction de charges est liée, en fait, à des travaux. Comment est-ce que fonctionne ce système-là? Alors, attends. C'est-à-dire que quand on a normalement un loyer, on a le loyer plus des charges locatives. Donc là, comme c'est un habitat participatif, on nous a dit, dans les charges locatives, normalement, on a l'entretien des parties communes. Et là, comme on s'en occupe nous-mêmes, enfin, notre entretien, c'est on s'occupe de tondre la pelouse, de nettoyer. Nous, je ne sais pas si vous avez vu l'image, c'est comme des maisons, donc c'est des escaliers ouverts. Ouais, mais on voit pas trop. Avec des grands paliers, donc les escaliers, on les nettoie une fois par an avec, voilà, c'est vite fait. Et donc ça réduit forcément nos charges locatives. Tout le monde. Ah, tout le monde. Tout le monde a la réduction. Tout le monde a la même réduction. Même s'ils ne font pas les travaux, c'est ça qu'elle demande en fait. Ah oui, même si tout le monde ne participe pas. Voilà. Tout le monde a la même réduction de charges, même si certains ne participent pas à la tonte de la pelouse, en effet. Mais après, il faut faire avec les moyens du bord, et puis on accepte la diversité, et puis l'engagement de chacun. Il faut être très tolérant quand on rentre dans un habitat participatif. Bonjour, moi je suis Marfouz, je viens de Grenoble et je suis membre de Habitat Participatif Villeneuve et membre de Passant au 38 aussi. Du coup, ma question, en fait, vous avez un peu répondu à la question déjà, mais je voulais avoir plus de précision là-dessus par rapport aux espaces communs. Nous, par exemple, à la Villeneuve, on est en train de voir avec le bailleur social Actix qui va nous mettre en fait un local à disposition, justement qu'on va aménager pour en faire un espace commun pour tous les habitants. Et ça, on est en train de voir déjà avec Actix. Il faut leur envoyer une convention, enfin faire une convention pour signer. Et ma question, en fait, ce qui revient, c'est Actix qui donne le local. Alors, est-ce que les habitants qui ne sont pas... je prends juste un... Je ne sais pas si vous sauriez répondre à la question. Le fait qu'il y ait un bailleur social qui met à disposition des habitants d'un quartier, par exemple, un local, est-ce que ça ne crée pas, par exemple, des conflits avec les autres habitants, enfin les autres locataires qui ne sont pas du même bailleur? Et comment est-ce que vous voyez en fait un peu cette problématique en fait? Il y a du monde pour dire des trucs un peu petits. Vous avez parlé d'associations de bailleurs, de bailleurs sociaux, mais je voudrais plus de précision là-dessus en fait. Merci.
on va se compléter. Juste, alors déjà, quand on parle de locaux à destination des associations, des locataires, de la participation habitante, il y a différents modèles. Dans le logement social, je dirais le modèle qu'on connaît le mieux, qui est assez répandu, c'est celui des locaux communs résidentiels. Ils sont financés comme du logement. Les bailleurs regardent jusqu'à combien de mètres carrés ils peuvent emporter sur une construction assez typiquement pour que tout ça reste équilibré et soit bien géré. Après, il y a le modèle qui est aidé, accompagné par la collectivité parce qu'il y a une ambition. On le connaît nous aussi à travers le financement dans des projets de rénovation urbaine ou ailleurs, de locaux communs ouverts à la participation habitante ou qui s'inscrivent dans une logique de projet à l'échelle de la résidence. Je donne un exemple, quand on a une résidence qui se veut intergénérationnelle avec des personnes âgées, il y a un moment où on se pose la question de comment on finance les locaux qui, à un moment donné, auront une vocation d'accompagner les personnes âgées, avoir une participation habitante. Et on peut même considérer qu'il ne s'agit pas d'avoir une vision reclue à l'échelle de la résidence avec des personnes âgées qui discutent entre elles autour d'un café, mais que ça s'étend. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas nécessairement financé par le projet, mais aussi par la collectivité. Ça s'étend autour de la résidence et ça fait, on va dire, un spot, un tiers-lieu, et ça se finance différemment. Donc déjà, sur la question de qui le porte, c'est tantôt le bailleur à l'échelle d'une résidence, c'est tantôt le bailleur en lien avec la collectivité. On sait que de toute façon, il faut que ça vive. Après, comment ça se gère ? Deuxième élément, là aussi, il y a une variété de types d'interventions. Il y a ceux qui font le choix de le gérer eux-mêmes, et on en fait partie notamment via un certain nombre de locaux communs résidentiels. La condition, bien souvent, pour pas qu'il y ait de conflits, qu'il y ait une veille, que ça se passe bien, c'est souvent d'avoir un agent de proximité. Une des grandes forces des bailleurs sociaux, une des grandes forces, je prêche pour ma paroisse d'Archipel Habitat, c'est d'avoir finalement une connaissance des habitants, une connaissance de la gestion, une connaissance du parc et le fait que ça se fasse bien à travers les agents de proximité. D'autres appellent les gardiens d'immeubles, d'autres, beaucoup moins nombreux, les concierges, mais c'est ce métier de proximité de terrain qui est un métier de nettoyage, vous le connaissez souvent comme ça, qui est aussi un métier de médiation, évidemment, au quotidien. La deuxième modalité de gestion, et qu'on a aussi en place, et je pense qu'elle est exemplaire et qu'elle est assez relayée sur la gestion de nos pieds d'immeuble, c'est de mobiliser en interbailleurs avec des comités aussi de sélection, des associations, gérer les plannings, gérer l'entretien de ces espaces communs résidentiels. Et pour ça, on a une association à l'échelle de la ville de Rennes et des communes limitrophes qui intervient. Et il se trouve que cette association, elle a principalement deux métiers. La donnée, l'accompagnement social et l'analyse des situations de conflits, de différenciation, enfin de différences sociales, etc. Et ce que ça implique dans la vie habitante. Cette association, elle s'appelle l'APRAS. Je vous invite à la rencontrer si elle participe. Et sinon, ce sera à l'occasion, en tout cas, je lance une perche pour que ceux qui sont intéressés la rencontrent. Et la deuxième mission, c'est justement de gérer ces locaux communs résidentiels. Donc on voit que oui, on a même une association qui finalement rapproche les deux enjeux, bien gérer et aussi suivre la dynamique habitante, les sujets sociologiques et parfois des vraies difficultés dans le vivre ensemble. Je ne sais pas si ça répond à votre question, partiellement. Merci. On peut reprendre. Ouais. Moi, j'aurais envie de dire c'est important d'être en fait ouvert à toutes les initiatives habitantes, d'être ouvrir des portes, comme on essaie de le dire aujourd'hui, et en même temps de ne pas croire que juste parce qu'il y a une initiative, on claque des doigts, ça va marcher, et du coup d'accompagner pour travailler sur ça. En fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, quoi. Faut y aller, faut suivre les choses dans le temps, voir comment ça fonctionne, aider avec les moyens qu'il faut peut-être pour pouvoir réajuster si ça marche pas, quoi. On va prendre une dernière question et après on va continuer en déjeunant. Ouais. Bonjour, je suis
1,5 km² pour 6 000 habitants et bientôt 10 000. Donc du coup, je suis intéressé par l'habitat participatif démocratisé, à haute dose, rapide et tout ce qui est possible. Et j'aimerais savoir si quand je vais à des ateliers ou des sélections de promoteurs immobiliers, quand on nous présente une association et le promoteur dit, ben voilà, on fait du logement social classique, qui rentre bien dans les cases, qui est financé, donc qui tourne, et on vous met à disposition une association pendant 2 ans pour créer du lien, pour créer de l'envie de partager des choses, et que éventuellement il y a une toute petite terrasse à partager au-dessus, mais vraiment le lieu commun où l'habitat, le côté partagé est vraiment mis de côté. C'est plus le côté participatif où éventuellement, effectivement, s'il y a besoin de locaux, il y a des tiers-lieux, on trouve des locaux partout. Est-ce que ça, c'est de l'habitat participatif ou c'est du greenwashing, parce que pour moi, ça me paraît créer du lien, vouloir créer du lien. Avant, j'habitais dans un bâtiment haussmannien. J'ai effectivement invité les voisins et on a refait la peinture. Et quand quelqu'un devait aller à la crèche, il n'était pas là, c'était le voisin parce qu'on le connaissait. On allait chercher. Enfin bref, il y avait du lien. C'était haussmannien. J'ai entendu hier quelqu'un qui disait que ça faisait longtemps que Haussmann était mort et que peut-être il fallait passer à autre chose. Eh bien, dans un bâtiment haussmannien, j'avais l'impression qu'il y avait de l'habitat participatif sans problème. Et donc, j'étais, et pour finir, très contente parce que les autres années, je trouvais on parlait très coopérative en fait. Parce que dans ma petite commune, il y a un projet d'une coopérative qui a beaucoup de mal à sortir. Ça fait 8 ans qu'ils sont dessus avec un projet, mais avec tous les critères sont top. Mais en tant que politique, évidemment, je les soutiens. On fait tout pour que ça sorte, ça sortira. Mais par contre, avec les 1200 logements qui vont sortir bientôt sur notre 1,5 km², j'aimerais bien qu'il y ait l'habitat participatif, mais à beaucoup plus haute dose. Merci. Je vais répondre, Mathieu. Ouais, mais rapide, parce que tu triches un peu, parce que comme tu fais partie du réseau des communes pour l'habitat participatif, on n'est pas vraiment... Enfin, je me permets de te dire ça parce qu'on se connaît, mais j'ai pas compris où était ta question, mais en tout cas, c'est bien résumé. Par contre, on en a pour 17 heures de débat à ouvrir ça. Qu'est-ce qu'est l'habitat participatif et où est-ce que si on fait un jardin, on est dans l'habitat participatif? Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui se partagent, et en fait, moi, ce qu'on a envie de retenir, c'est que c'est d'abord de faire communauté de vie au bout d'un moment. Ouais. Pour moi, la clé, elle n'est pas là. C'est que d'une, il faut être ouvert. S'il y a juste des promoteurs qui vont faire des grands paliers où on peut se rencontrer plutôt que des portes aveugles, c'est bien, en fait. Faisons-le. Laissons-les faire. Encourageons-les à faire ça. Parce que ça fera plus ville, ça fera plus rencontre. Mais après, où est-ce qu'on met le label? Qu'est-ce qu'il y a de l'habitat participatif ou pas? En fait, il n'y a pas d'enjeu de chapelle à définir. Tu y es pas. Il faut faire évoluer les choses dans le bon sens. Et après, pour moi, là, il ne faut pas se leurrer. C'est qu'on ne peut pas décréter des effets de la participation si les dynamiques ne viennent pas des habitants. La clé est là, en fait. S'il y a des habitants qui ont envie qui se réunissent autour d'espaces communs très modestes parce que ça correspond à leurs aspirations, c'est très bien, il faut les accompagner à ça. S'il y a d'autres habitants qui ont des démarches plus ambitieuses, en fait, on ne peut pas présumer de dynamiques de mutualisation, de gestion commune. C'est le truc dans toutes les zones d'aménagement concerté, le potager, machin, qui marche pas, parce qu'en fait, c'est pas le promoteur de dire aux gens, vous devez le jardiner. Il faut laisser les gens dire ce qu'ils veulent faire et s'autoriser à être surpris, parce qu'en fait, comme on l'a dit, les gens, c'est pas des catalogues. Il faut s'ouvrir, il faut écouter, il faut faire confiance, accompagner. Parce que c'est pas juste parce qu'on incante des choses que ça va forcément marcher, se donner les moyens d'accompagner. Et pour conclure, je voudrais vous remercier à tous qui êtes là d'avoir tout simplement manifesté votre intérêt pour la démarche et votre contribution. J'espère qu'on contribue à chacun d'avancer. Je remercie les professionnels et les élus que de tradition on chahute un peu. Je les remercie d'avoir accepté d'être là, parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont accepté d'être un peu chahutés. Et puis il faut, c'est ça le sens. Merci du coup pour cette démarche. Et puis j'invite ceux qui ont envie de poursuivre ces échanges au déjeuner à se retrouver pour pouvoir